Comment est-ce qu'une tragédie grecque, vieille de plus de 2000 ans, a bien pu devenir un symbole de défi en plein cœur de la France occupée? C'est toute l'histoire, assez incroyable, de l'Antigone de Jean Anouilh. Une pièce qui a pris un mythe ancien pour en faire un cri de résistance vraiment puissant. Allez, on va voir ensemble comment Anouilh a réussi à transformer cette histoire en une véritable arme. La voici, Antigone. Au début de la pièce, on nous la décrit comme, je cite, « la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien ». Mais attention, derrière ce silence, il y a une détermination de fer, une détermination qui va faire trembler tout un royaume, et qui va la conduire tout droit à sa propre perte. Alors pour comprendre ce qui la pousse à agir, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, au point de départ de toute l'histoire. La ville de Thèbes sort à peine d'une guerre civile absolument terrible. Et au cœur de ce conflit, il y a les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, qui viennent de s'entretuer pour le pouvoir. C'est là qu'intervient le nouveau roi, leur oncle, Créon. Et il ne perd pas de temps, il impose sa loi. D'un côté, Éthéocle, considéré comme le défenseur de la cité, aura droit à tous les honneurs. Mais de l'autre, Polynice, le traître, le rebelle, eh bien non. Son corps sera laissé en pâture aux vautours, pour l'exemple. Il faut bien comprendre que pour les Grecs de l'époque, c'était la pire chose qui pouvait arriver. C'était condamner une âme à errer pour l'éternité. Et face à cette loi, Antigone, elle, n'hésite pas une seule seconde. Son choix est fait. C'est la justice du cœur, comme elle dit, contre la raison d'État. Elle va enterrer son frère, peu importe le prix à payer. C'est ce non absolu qui lance toute la mécanique du drame. Mais ce qui donne à cette pièce toute sa force, ce n'est pas que l'histoire elle-même, c'est surtout le moment précis où elle a été remise en scène. C'est là qu'on touche au cœur du sujet, à ce qui fait de cette Antigone un événement historique. Parce qu'Anouilh ne fait pas que dépoussiérer un vieux mythe. Non, il s'en sert pour parler directement aux gens de son époque, en pleine crise, dans une situation d'une urgence absolue. Février 1944. Voilà la date clé. On est à Paris. La guerre est à un tournant décisif. Et cette date, à elle seule, donne à la pièce une charge explosive. Il faut vraiment s'imaginer l'ambiance. Paris est sous la botte nazie. La censure est omniprésente, brutale. Et pourtant, dans un théâtre glacial, sans chauffage, parfois éclairé par un simple ray de lumière venant du toit, des comédiens en costume de soirée en smokings jouent cette histoire d'une jeune femme qui dit non au pouvoir. C'est assez fou quand on y pense. D'ailleurs, Anouilh ne s'en est jamais caché. C'est lui-même qui le dit. Pour lui, redécouvrir l'Antigone de Sophocle pendant la guerre, ça a été un vrai choc. Il dit l'avoir réécrite à sa façon, mais surtout avec la résonance de la tragédie que tout le monde était en train de vivre. Le mot résonance est capital. Et évidemment, en 1944, le public a compris le message immédiatement. L'allégorie était limpide. Antigone, c'était la résistance. C'était la conscience individuelle qui ose dire non à la tyrannie. Et en face, Créon, eh bien pour beaucoup, il représentait l'autorité collaboratrice, le maréchal Pétain peut-être, ce pouvoir qui, pour maintenir un semblant d'ordre, est obligé d'appliquer des lois injustes. On a donc au cœur de la pièce cette confrontation monumentale. Le roi face à la jeune fille. Mais attention, ce serait une erreur de voir ça comme un simple combat entre les gentils et les méchants. C'est beaucoup plus subtil et ambigu que ça. En fait, ce sont deux mondes qui s'affrontent, deux logiques totalement inconciliables. D'un côté, il y a le monde d'Antigone, celui de la justice du cœur, de l'absolu moral. C'est l'idéalisme de la jeunesse qui dit non sans compromis. Et de l'autre, on a le monde de Créon, celui de la loi de l'État, de la raison politique. C'est le pragmatisme de l'adulte, qui sait que pour gouverner, il faut parfois se salir les mains. Il y a une phrase d'Antigone qui résume tout son personnage. Elle lance à Créon « Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. » C'est ça, Antigone. Elle rejette en bloc le petit bonheur tiède, fait de concessions et de compromis, que Créon lui fait miroiter. Pour elle, c'est tout ou rien. Soit le bonheur est absolu, soit ce n'est pas la peine. C'est cette intransigeance qui la consume. Et c'est justement là où Anouilh est très fort. Son Créon n'est pas du tout une caricature de tyran. Non, c'est un personnage complexe, un homme fatigué par le pouvoir. C'est un oncle qui, sincèrement, essaye par tous les moyens de sauver sa nièce de sa propre folie. Mais il est aussi roi, il est prisonnier de sa fonction. Il est convaincu que s'il cède, c'est la porte ouverte au chaos, à l'anarchie. Il est piégé. Mais alors comment Anouilh a-t-il fait pour que cette histoire si ancienne frappe aussi fort les esprits en 1944 ? Eh bien, il a utilisé plusieurs techniques assez audacieuses pour moderniser la pièce, pour mélanger l'antique et le contemporain de façon complètement inattendue. Sa première astuce, c'est de truffer la pièce de détails modernes. C'est ce qu'on appelle des anachronismes. Tout d'un coup, en pleine Grèce antique, les gardes se mettent à jouer aux cartes, Créon demande un café, on entend parler de voitures, de bars, et les acteurs, comme je le disais, sont en smoking et robe du soir. Tous ces clins d'œil, ça ancre la tragédie en plein XXe siècle.
Et cet usage de l'anachronisme, ce n'est pas juste un gadget, c'est un vrai choix artistique, très puissant. L'idée, c'est de brouiller les repères pour que le public comprenne que non, ce n'est pas une vieille histoire poussiéreuse, c'est un drame qui se joue maintenant, sous nos yeux. L'autre grande modernisation, c'est la langue. Anouilh jette par la fenêtre les grands vers de la tragédie grecque. Fini le langage soutenu. Ces personnages parlent une langue de tous les jours, une prose simple, directe, parfois même crue. Quand Antigone traite son oncle le roi de cuisinier, ça a dû faire un choc à l'époque. D'un coup, le débat philosophique devient une dispute de famille, un face-à-face très concret. Et enfin, il y a la réinvention du chœur. Dans l'Antiquité, le chœur, c'était un groupe de personnes qui commentaient l'action, un peu comme la voix de la conscience collective. Anouilh, lui, le transforme en un seul personnage, une sorte de monsieur loyal du drame. Il s'avance, il s'adresse directement au public pour nous expliquer les règles du jeu, pour nous dire « Attention, la machine est lancée, c'est ça la tragédie, implacable ». D'accord, mais une fois qu'on a dit tout ça, une question demeure. Au-delà du contexte de l'occupation, pourquoi est-ce que cette pièce, ce nom d'Antigone, continue de résonner aussi fort aujourd'hui ? Eh bien, comme le dit très justement le metteur en scène Didier Long, dans notre époque qui est marquée par de fortes tensions politiques et par l'engagement parfois radical de la jeunesse, ce nom absolu d'Antigone est une actualité mais saisissante. C'est le cri de celles et ceux qui refusent le compromis face à une injustice qu'ils jugent insupportable. C'est un point très important à comprendre. La révolte d'Antigone, ce n'est pas un projet politique. Elle n'a pas de plan pour renverser le pouvoir et le remplacer par autre chose. Non, son geste est avant tout un cri existentiel. Un besoin vital de défendre la dignité humaine et de rester fidèle à ses propres valeurs contre une loi qu'elle estime inhumaine. Sauf que la pièce se garde bien de donner raison à qui que ce soit, car le prix de cette intransigeance, il est terrible. Le résultat, c'est une véritable hécatombe. Antigone meurt, oui, mais elle entraîne avec elle son fiancé, Aimant, puis la mère de celui-ci, la reine Eurydice. À la fin, il ne reste que Créon, seul dans son palais vide. Il n'y a aucun vainqueur. Finalement, la pièce ne donne pas de réponse. Elle se contente de mettre en scène ce terrible bras de fer, comme le dit le chœur. Un bras de fer entre deux impératifs tout aussi valables. D'un côté, le respect de la loi, indispensable pour vivre en société, et de l'autre, le respect de la conscience humaine. Et Anouilh ne tranche pas. Et c'est là-dessus que le rideau tombe. Sur ces questions qui, bien longtemps après 1944, continuent de nous travailler. À partir de quel moment une loi cesse-t-elle d'être légitime ? Et quel est le prix, le vrai prix à payer pour oser dire non ? La pièce ne nous donne pas la réponse, et c'est peut-être pour ça qu'elle est un chef-d'œuvre. Le débat, lui, reste grand ouvert.